Oui, maintenant tout le monde, merci de le rappeler, sait que j'ai eu pas mal de difficultés à sortir de chez moi il y a 2 jours. Mais c'est un avantage, évidemment, c'est que je me suis présenté à l'aéroport bien en avance. Et j'ai eu le temps de lire un peu sur mon téléphone, et comme on fait tous maintenant, on ça. Et j'ai découvert une information qui m'a interpellé tout de suite. Vous savez, peut-être vous l'avez lu aussi, c'est que il y a 2 jours, Ferrero, qui est le propriétaire de Nutella, a fermé temporairement sa plus grosse usine de production de Nutella au monde. C'est quand même pas croyable, ça. Il fabrique 600 000 pots de Nutella par jour dans cette institution. Et puis pour moi, et comme pour vous sans doute, Nutella, c'est toute ma jeunesse. Hein. Mais en même temps, ça m'a interpellé parce que Nutella, en même temps, c'est aussi une sorte d'arme alimentaire de destruction massive. Il faut quand même savoir que ça fait 56% de sucre et 31% de matière grasse, ça fait quand même 86% de merde. Et on se demande, il y avait un problème de qualité. Pour ce cas, ils ont arrêté leur truc. On se demande où le problème de qualité se posait, dans le sucre, dans la graisse, enfin bon. Mais l'article ne donne pas la raison, donc je suis resté sur ma faim d'une certaine façon. Mais en même temps, ça m'a interpellé parce que je me suis dit, quand je réfléchis à Nutella, je me suis dit, mais en fait, Nutella, c'est le Google de l'alimentaire. Et j'espère que dans ce que je vais vous raconter, vous allez voir pourquoi j'ai pensé ça. Qui était à la conférence hier soir? Oh, quand même pas mal de monde. Oui, parce que le professeur Clermont, c'était magnifique, c'était remarquable ce qu'il a dit. Je trouve qu'il a un peu compliqué les choses. Parce que moi, il y a 2 jours ou 3 jours, une semaine peut-être, j'ai renouvelé mon abonnement à Chasse et Pêche. On m'a demandé de prouver que je n'étais pas un robot. Il suffisait que je trouve les poteaux de signalisation dans une image d'un carrefour. Et donc, je l'ai fait brillamment. Manifestement, les robots ne savent pas le faire. Donc, on a passé une bonne heure. Mais ne compliquons pas trop. Voilà. Et encore avant de commencer, 2 choses ont inspiré ce que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est la première, c'est qu'il y a... Qu'est-ce qui est important pour nous en tant que communicateurs scientifiques? Il y a 2 changements importants pour moi que je vais adresser. C'est l'émergence des médias sociaux et la deuxième, c'est le changement du rôle du scientifique dans la société. Donc si jamais à la fin on se pose la question, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc j'espère qu'on va y arriver. Alors, oui, il a fait aussi longtemps que ça. En octobre, en octobre de 1971, mon premier cours de philo avec Léopold Flamm. Peut-être certains d'entre vous s'en souviennent. Mais souvent, quand je fais une conférence sur la communication scientifique, je commence par cet exemple, parce que c'est quelque chose qui m'a frappé. Qu'est-ce qu'il a dit dans le premier cours? 1971. Donc c'est 2 ans ou 3 ans après avoir été sur la Lune. Et vous voyez, Léopold Flamm est là, et ça, c'est probablement une photo de cette époque-là. Je l'ai mise parce que je me dis peut-être que je suis dessus, je n'en sais rien, parce que je ne le reconnais pas très bien, mais il était assez passionné, c'est un type passionné. Il dit, vous vous rendez compte que si aujourd'hui vous avez quelque chose sur vous, un outil... oui. Oui. Ça... Ça marche? Oui. Donc, si vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, si vous avez l'utilisation d'un objet technologique approprié, où que vous soyez dans le monde, il y a un satellite quelque part là au-dessus qui est capable de vous situer à 10 mètres près. C'est incroyable. La science avance à une vitesse incroyable. Et quand on y passe aujourd'hui, on est bien loin de là. Mais est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que vous voulez qu'à l'avenir, quelqu'un sache à 10 mètres près où vous êtes? Moi, il me semble que ma liberté, c'est de pouvoir disparaître à un moment donné et que personne ne sait où on se trouve. Et aujourd'hui, volontairement, on achète tous cet objet qui permet à n'importe qui de savoir où on se trouve, à moins de 10 mètres près. J'ai pris cette photo parce que ce n'est pas une image qui a été dessinée, c'est simplement une image qui représente les gens qui sont en train de tweeter sur leur téléphone. Et on fait des points noirs.
et qu'on reproduit une carte de l'Europe avec autant de précision, peut-être plus que Mercator. Parce que exactement, c'est ce que tout le monde fait. Et donc quand on prend une image de ça, on arrive à reconstituer cette image d'Europe. Vous connaissez tout ça, hein? J'aurais pu prendre une photo de chez moi à la maison, mais sauf qu'on a pris la décision de dire on éteint les téléphones. Quand on mange, il n'y a pas de téléphone. Par contre, j'ai des jeunes enfants et on a des conversations très longues. On essaie d'avoir des conversations longues et ils ont des questions. Et moi, il y a quelque chose que je dis à mes enfants, ne laissez jamais une question sans réponse. Et donc, quand on a des questions sans réponse, pendant qu'on est en train de manger, qu'est-ce qu'on fait? Et les enfants, en général, ils disent « Hey Google, comment est-ce qu'on dit spaghetti bolognaise en espagnol ?» Et alors, de quelque part, au fond du salon, il y a Google répond le site machin truc nous dit que spaghetti bolognaise en espagnol se dit tacos. Bon. Juste pour vous dire que Google est dans la maison et que d'une certaine façon, ça donne les deux aspects de ce que Google est. On va parler de déviance après, mais ça permet quand même, d'une certaine façon, d'inciter mes enfants au moins à se dire, tiens, si j'ai une question, il faut que je la pose. Et donc c'est ce qui se passe, chez moi en tout cas. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront à l'université de vous expliquer tous les différents aspects des médias sociaux, mais il y a des bonnes choses. Par exemple, on peut traquer l'information sur les produits qu'on mange, qu'on achète dans les supermarchés. Maintenant, on a des frigos, et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que quand le frigo, il commande, parce qu'il sait que vous manquez de lait, il va le commander directement et on va vous le livrer. Mais aussi, ce qu'il fait, c'est il vous dit bonjour le matin quand vous arrivez, il vous dit bonsoir quand vous allez dormir, mais aussi quand vous avez des restes de votre repas, vous le remettez dans le frigo, il va immédiatement vous donner une recette possible avec les restes que vous avez laissés. Donc, voilà. C'est de l'autre côté, hop. Alors ça, c'est intéressant. Et j'ai entendu plusieurs personnes parler de ça hier. On n'utilise plus de carte, Serge, hein, pour se diriger en ville, sauf Serge, parce que son téléphone n'a pas de batterie et son GPS ne marche pas. Mais, à part ça, on utilise le GPS. Et vous connaissez tous Amy Farrah Fowler, hein, de Big Bang Theory, la petite amie de Sheldon Cooper. Elle est une neurologue dans l'histoire, mais elle est une vraie neurologue. Elle a un doctorat en neurologie. Et elle a pointé ça pour la première fois. Excusez-moi. À ma connaissance, c'est que l'utilisation du GPS fait que vous n'apprenez plus à vous diriger en ville. Vous utilisez le GPS, vous suivez les indications, vous ne regardez plus autour de vous. Et donc on perd, et je pense que le professeur Clermence l'a dit hier également, c'est que vous ne prenez plus les points de repère. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous allez faire le même parcours, vous êtes obligé d'utiliser le GPS parce que vous ne reconnaissez pas où vous êtes. Et donc il y a un désapprentissage, d'une certaine façon, de la mémoire du parcours. Et donc ça, c'est une façon de montrer que l'utilisation des nouvelles technologies n'a pas nécessairement que des avantages. Ici, on perd Ici, vous avez Martin Luther King et Olivia Cortés, la nouvelle égérie de la gauche américaine qui a été élue au Parlement. Elle est d'origine hispanique, évidemment. Et tous les deux, à leur façon, ils ont indiqué que les technologies nouvelles étaient racistes. Alors, on connaît tous cet exemple-là, où Google fait de la reconnaissance automatique des visages et où vous voyez la photo en dessous de citoyens afro-américains étaient catégorisés comme gorilles. Et évidemment, c'est un exemple un peu spectaculaire et malheureux, mais la réalité est en fait tout à fait pertinente parce que quand vous regardez les algorithmes utilisés aux États-Unis, par exemple, pour signaler la dangerosité d'une personne, eh bien, automatiquement, les algorithmes vont être beaucoup plus
discriminants par rapport aux noirs que par rapport aux blancs. Pourquoi? Parce que le système qu'ils utilisent, basé sur 137 critères qu'un algorithme analyse, sont totalement subjectifs déjà. Les 137 critères, s'ils sont remplis par les policiers blancs, on le sait historiquement, qu'ils sont beaucoup plus méfiants par rapport à un noir en rue. Ils sont beaucoup plus présents dans les quartiers noirs pour observer les crimes potentiels. Ils prennent en compte pour la personne, pour sa dangerosité, non seulement son histoire criminelle, mais aussi celle de sa communauté, ce qui fait et on sait que les Noirs sont majoritairement beaucoup plus souvent mis en prison pour des crimes plus petits que les Blancs, qu'ils prennent beaucoup plus de temps de peine que les Blancs pour les mêmes crimes, et donc cet algorithme qui prend des données de ce style-là, qui sont des données historiques, automatiquement reproduit et multiplie les effets racistes de l'observation que font les policiers de la société américaine. Donc oui, les algorithmes sont racistes. Donc ça, par extension, il y en a un autre, peut-être que je vous rappelle ça, c'est qu'il y a aussi un algorithme qui analyse tous les CV des gens qui postulent pour des postes à l'État, aux États-Unis, au gouvernement, et dans d'autres institutions, et que cet algorithme-là, automatiquement encore considère une femme associée avec infirmière ou homme avec ordinateur. Donc aussi longtemps qu'on n'utilise pas des algorithmes et les données qu'on met dans les algorithmes eux-mêmes comme des trucs plus objectifs, ça va continuer dans ce domaine-là. Alors, chercher l'erreur. Donc, finalement, quelle est la différence entre la photo du dessous où il y a 50 ans, dans un tram, tout le monde lit le journal, et aujourd'hui, là, c'est un quai de métro, on est tous sur son téléphone. Vous voyez tout ça, évidemment. La même chose. C'est pas le fait qu'on prend plus de place avec un journal. Bon, ça, c'est évident. Mais à votre avis, c'est quoi la différence? La différence, c'est que sur votre téléphone, tout ce que vous allez recevoir quand vous faites des recherches sont le résultat d'une analyse de votre histoire de recherche, de ce que vous faites vous-même sur Internet. Votre profil est utilisé contre vous. Et en général, tout ça pour pour vendre des choses. Hein? Vous achetez des choses sur Amazon ou autres. Et vous allez toujours recevoir immédiatement après des annonces pour des produits similaires et des choses de ce style-là. Quand on lit le journal il y a 50 ans, on connaît le journal, on sait les rubriques, et on le lit, et on reçoit la même chose. Ici, les différentes personnes-là, et si on faisait l'étude ici, si chacun recherchait en ce moment la même recherche sur Google en même temps ici, vous recevriez tous des résultats différents. Parce que vous êtes tous différents et que vous avez une pratique sur les médias sociaux qui est différente. Et donc, ce qu'on fait avec les algorithmes, c'est de vous parler à vous. Parce qu'on sait qui vous êtes, ce qui vous intéresse, et on sait ce qu'on peut vous vendre. Alors, ça pose quand même un problème. Et, désolé d'être un peu personnel, là, mais il n'y a pas longtemps, on était dans une réunion avec des amis et discutant de ça, et ma femme dit, moi je reçois tout le temps des annonces pour des sites de rencontres. Et pourtant, je n'y vais pas. Non, mais votre réaction prouve que vous vous rendez compte de mon problème. C'est que, est-ce qu'elle le fait ou est-ce qu'elle ne le fait pas? Qui est-ce que je crois? Est-ce que je crois ma femme ou est-ce que je crois Google? Je vous laisse à votre réflexion. Ah, c'est ce que je vous ai dit, donnez-moi. Enrico, quel visionnaire. Tout est là. Tout ce qu'on veut, c'est redonner. Ah. Eh oui. Moi, j'ai apprécié beaucoup la présentation des Beaux-Arts, mais il y a une réalité aussi, c'est celle-là. Alors, ce qu'on veut, c'est ça. Il y a une différence quand même. Ça, c'est un engagement. Je vais aller plus vite parce que je pense. Alors, les médias sociaux sont tellement présents partout, tout le temps. Vous connaissez tout ça, hein? Vous êtes à l'université, c'est Maslow. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est ça.
Pour... Alors, il n'y a quand même pas... Vous connaissez Tim Cook, c'est le directeur d'Apple, et Apple est quand même en train de dire tout ce qui est sur un téléphone Apple doit rester sur un téléphone Apple. Il fait une campagne contre cette collecte de données faite par les médias sociaux. Et donc Apple, en tant que producteur de téléphones et d'ordinateurs, etc., monte au créneau pour dire il faut que ça cesse, quoi. Et il n'y a pas que lui, hein, le directeur pour l'Institut du futur à San Francisco dit aussi il faut réagir parce qu'on va être bouffé tout cru. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on consomme. C'est une des raisons pour lesquelles ces algorithmes existent. Et ça ne va pas s'améliorer. Et le problème, pourquoi est-ce que ça ne va pas s'améliorer, c'est... J'ai deux tableaux ici, je ne vais pas aller dans les détails, mais ce que ces deux tableaux disent, c'est que quand on pose la question aux gens, est-ce que vous voulez que les médias sociaux collectent vos données, en général, à peu près 80% disent non. Et alors on donne, si c'est pour ceci et pour cela, est-ce que vous êtes plus ou moins pour ou contre? Et il y a des variations. Hein. C'est, si on me donne des produits qui sont plus adaptés à moi, je serais plutôt pour, etc. Quand on leur dit, est-ce que vous êtes prêts à payer pour qu'on ne prenne pas vos données? On chute de 75% à 25% qui sont contre. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout prêt à payer pour sa vie privée. Mais ça indique aussi qu'il y a une marge incroyable pour tous ceux qui utilisent nos données, parce qu'en fait, on est les premiers contributeurs. Hein? Et c'est-à-dire que nous, on accepte franchement beaucoup plus facilement un mensonge rassurant qu'une vérité qui dérange. Et si la vérité qui dérange, c'est que toutes nos données sont utilisées contre nous, mais que s'il faut payer pour pas que ce soit non, on ne le fait pas. Et c'est vrai pour la plupart des choses. C'est vrai pour Nutella. On peut vous dire, et je peux vous dire qu'il y a 86% de merde dedans, vous allez quand même l'acheter. Parce qu'il le fait 600 000 pots par jour, il les vend. Hein. Donc c'est qu'on les consomme. Et c'est vrai pour le reste de l'industrie alimentaire également. On peut dire, on peut éduquer les gens en disant, vous savez comment on traite les animaux dans les abattoirs et quand on vous montre les images, c'est scandaleux. Bon, tout le monde est horrifié, avec raison. Mais quand on se trouve dans un Deleuze ou dans un GB ou autre, si ça existe encore ici, je ne sais pas, on oublie. On a une capacité d'oublier incroyable sur ce qu'on nous fait faire dans le domaine de la consommation. Et il y a un TED Talk d'une dame qui était une marketing manager de l'industrie alimentaire qui disait « On a 3 armes hein, la première, pour vous faire manger n'importe quoi. Et la première, c'est on vous montre que les porcs et les poules sont en pleine nature, hein, qu'on les traite comme des humains. La deuxième, c'est qu'on vous dit que la science fait des progrès tous les jours et que l'alimentation que vous avez est meilleure de jour en jour. Et la troisième, c'est notre arme secrète, c'est vous. Parce que quoi qu'on vous dise, vous allez quand même le manger. Je demandais, c'est pas Alibaba des 40 voleurs. Hein. Encore que, on ne sait pas. Alibaba, vous venez, Alibaba va s'installer à Liège, hein, vous êtes au courant de ça. Hein. Alibaba, c'est l'Amazon chinois. Et voilà, Jack Ma, qui est le directeur d'Amazon, d'Alibaba, et qui depuis 2 ans va à Davos, on mentionnait avant, et ses interventions sont particulièrement remarquées. Pourquoi? Parce que Jack Ma est un avocat de l'éducation des enfants dans le domaine de ce qu'on appelle les compétences soft. L'éducation à la culture, à l'art, et pas aux choses que les machines peuvent faire. Et donc il y a une très grosse tendance aujourd'hui à dire bientôt les machines sauront tout faire. Si elles savent tout faire, il ne faut pas que vous appreniez, puisque les machines le feront. Donc apprenez plutôt les choses qui sont les compétences. Il faut arrêter d'enseigner la connaissance. Et c'est à Davos depuis 2 ans.
Et chez Google, il y a des gens qui en font le même avis, en disant il ne faut pas enseigner la connaissance, il faut comment s'en servir. Alors évidemment, c'est ni l'un ni l'autre, hein, on est bien d'accord, mais cette tendance est quand même assez forte. Et donc l'idée que la connaissance sera tenue par les machines et pas par les humains, c'est quand même assez inquiétant. Ben voilà, une bonne question, non? En 1953, et j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps, un article d'Isaac Asimov. Est-ce que vous pouvez me dire le temps? Combien? Encore 20 minutes? Asimov, que vous connaissez évidemment, utilise le terme de popularizing science, ce qui est encore utilisé par l'UNESCO aujourd'hui. Mais il a 4 arguments à l'époque, en 1953, pourquoi il faut populariser la science. Et la première chose qu'il dit, c'est la technologie et la science sont partout dans la société, ça va encore être plus comme ça à l'avenir. Et donc il y a 2 possibilités. Ou bien la science et la technologie vont améliorer la société dans laquelle on vit, ou bien elle va la détruire. Et donc, la première raison pour laquelle il faut qu'on étudie les sciences, c'est pour éviter qu'elles nous détruisent. Et il donne d'autres raisons également, mais je n'ai peut-être pas assez de temps pour vous en parler, mais il essaye d'avoir une société plus égalitaire où tout le monde a l'accès à la science, etc., pour ne pas être isolé à l'avenir. Hein. Vu l'importance de la science dans la société, comme celle-ci devient de plus en plus high-tech, l'éducation à la science deviendra la forme d'éducation la plus importante. Nous risquons à l'avenir de créer une société bipolaire avec d'un côté ceux qui auront la chance d'être éduqués et les autres. Et si, comme moi, vous pensez qu'une société comme ça est la semence d'instabilité et de destruction, nous devons œuvrer pour une éducation aux sciences aussi large que possible pour que personne à la naissance ne soit a priori destiné à faire partie d'une sous-classe non éduquée. Donc ça, c'est 1953. La première chose qu'il dit, il faut qu'on ait la science, il faut que tout le monde participe à la science, parce que sinon on va s'autodétruire. Et Frank Oppenheimer, qui est le frère de l'inventeur de la bombe atomique, il y a 50 ans exactement, maintenant, devient le premier directeur de l'Exploratorium à San Francisco. L'Exploratorium est considéré avec le Centre de sciences de l'Ontario à Toronto et le Pacific Science Center à Seattle comme les 3 centres de sciences d'origine qui ont créé le mouvement des centres de sciences. La différence entre un centre de sciences et un musée, c'est qu'évidemment, les centres de sciences n'ont pas de collection, mais sont basés sur les activités. Et ce qu'il dit quand même à l'époque, c'est plus ou moins proche de ce que Asimov disait, que le point pour l'exploratorium est que les gens comprennent le monde dans lequel ils vivent. Et je pense que la plupart des gens ont abandonné cette idée de comprendre le monde. Mais donc ils ont abandonné l'idée de l'activité sociale et politique. Si on arrête de comprendre les choses, on va tous se noyer. Le problème, c'est que, et ça, je vais entrer maintenant dans une petite période historique également, de faire un rapide survol de comment on a fait de la communication scientifique, c'est que malgré Asimov et malgré Oppenheimer, pendant 50 ans, on a fait une chose tout à fait différente, qui était en fait de dire on va éduquer à la science pour la science, et de ne pas voir la relation qu'il y avait entre la science et la société. Évidemment, il y a des exceptions partout. Hein. Ne venez pas me dire plus tard, oui, mais celle-ci et cela, je sais. Mais en général. Donc, ce que les centres de sciences ont fait, et pendant 50 ans, c'est de dire on va présenter les phénomènes scientifiques, on va créer un intérêt pour la science, on va essayer que des jeunes ont une vocation scientifique parce qu'on a besoin de plus de scientifiques, etc. Et on a besoin de jeunes dans les universités, bref. Et tout ça évolue, et même si le hands-on, qui est simplement manipuler des objets ou des expériences dans des musées pour être inspiré par la science, évolue de façon un peu sophistiquée. Par exemple, on va améliorer le hands-on par des questionnements en disant tiens, si vous poussez tel bouton, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Et cette idée de pouvoir imaginer
l'effet d'une action est évidemment un progrès. On va aussi faire ce qu'on appelle ici les juicy questions, c'est-à-dire vous n'allez plus être tout seul devant une expérience, mais vous allez venir en groupe et vous allez discuter ensemble. Quelle est la question à poser ? Pourquoi est-ce que cette expérience existe? Qu'est-ce qu'elle essaye de nous faire comprendre? Comment est-ce qu'on la manipule? Qu'est-ce qu'on va voir? Et puis on décide ensemble quelle est la question la plus importante. Et donc c'est aussi une façon de rendre l'interaction plus intéressante. Et donc l'évaluation faite directement depuis 50 ans par l'Académie des sciences des États-Unis, c'est que ça marche. D'une certaine façon, puisque les objectifs sont de créer de l'intérêt pour la science et savoir si on donne un peu plus de connaissances scientifiques au public, on dit, voilà, c'est vrai, il y a il y en a 5 et 1 ici, manifestement, 6 domaines dans lesquels on fait de l'apprentissage. On développe l'intérêt pour la science, on crée de la connaissance ou de la scientifique, on a un certain engagement dans la méthode scientifique, on réfléchit, etc., etc. Donc, d'une certaine façon, on dit oui, ça marche. Mais parlons un peu du déficit alors. Donc, on a fait ça pendant ces 50 dernières années. Et donc, la position du déficit, c'est de dire que la première chose qu'on assume, c'est qu'on pense qu'il y a des gens qui ont une connaissance. Et puis, deuxièmement, il y en a d'autres qui ne l'ont pas, et il suffit de transférer la connaissance de ceux qui savent vers ceux qui ne savent pas. Et donc, s'ils ne comprennent pas la première fois, il faut le reformuler d'une autre façon, et peut-être qu'ils comprendront. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le modèle déficitaire. Et en 20 ans, ou 20 ans, c'est parce que la revue Scopus, qui est la revue qui observe le Public Engagement with Science, a trouvé qu'en fait, malgré qu'en 1990, dans les années 90, on a commencé à critiquer ce modèle déficitaire et qu'on a essayé de créer des choses différentes de relations entre sciences et société, créant des cafés scientifiques, en faisant des relations entre des scientifiques et des citoyens, des choses comme ça, que malgré tout ça, on n'a fait que continuer à appliquer ce modèle déficitaire. Alors, il y a des choses qui changent. J'ai dit, il y a la chose qui change, c'est les médias sociaux. Et une des autres choses qui change, c'est la position des scientifiques dans la société. Alors oui, c'est Nancy Pelosi dont je parle ici. Mais cette lettre à Nancy Pelosi, c'était quand elle était à la tête du Congrès américain sous Barack Obama. Et les scientifiques de climat, à l'époque, Stephen Schneider, au départ, qui est mort maintenant malheureusement, a écrit une lettre en disant « La science prouve à 97% que le climat est en train de changer, que c'est le résultat d'une action humaine, il faut prendre des actions maintenant. Il ne faut pas attendre qu'on soit à 100%. On n'aura jamais 100% d'évidence. Mais ne pas agir maintenant, c'est un choix. C'est une politique de ne pas agir contre le climat. » Et donc cette lettre, et évidemment Barack Obama va faire ce qu'il a fait, plus ou moins, mais depuis, les choses ont bien changé. En préparation du sommet de Rio en 2012, il y a une conférence Future Earth, et Planet Under Pressure, pardon, je devrais dire, et les présidents de cette conférence ont pour les premiers été à dire que maintenant, les scientifiques ont l'évidence, il faut que les positions politiques soient basées sur cette évidence. Et donc, on a cette évolution de nécessité d'appliquer la science dans les prises de décision depuis cette époque 2012 d'une façon de plus intensive. Et que AAAS, c'est l'American Association for the Advancement of Science, c'est un peu objectif recherche, un peu plus grand peut-être. Mais ils ont, en 2013, organisé un workshop justement pour analyser ce qui est en train de se passer. Et il y a cette très forte tendance au sein de la communauté scientifique qui est de dire à quoi ça sert ce qu'on fait. On fait des recherches, on obtient des résultats, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait avec le résultat de notre recherche? Et de plus en plus, et en particulier parmi les jeunes chercheurs, il y a ceux qui veulent qu'on utilise les résultats de leur recherche pour prendre des décisions qui vont dans le sens
d'une politique pour résoudre les problèmes globaux. C'était un peu aussi le point de vue aussi à la même époque de Anne Glover quand elle était le directeur ou le conseiller scientifique de Barroso, qui disait pour moi le plus important c'est de savoir comment on va transformer l'évidence en décision. Et je passe ça. Ah oui, ça j'aime quand même bien. Moi je ne mange pas de poisson, mais il y a des choses. Le Ocean Network aux États-Unis est assez important et a un très grand réseau de musées, d'aquariums et de musées, de zoos, etc., qui, depuis les années 90, font beaucoup dans le domaine de la préservation, de la conservation des espèces, etc., et qui communiquent cela avec leur public. On analyse comment le public réagit à ça depuis cette époque. Ocean Network est un de ceux qui font ça, et le font d'une façon, je dis marketing comme une compagnie privée le ferait. Comment est-ce que nous on fait avec notre produit dans le public? Et ils font le même style d'enquête marketing, ils font des enquêtes téléphoniques sur 10, 15 000 Américains tous les ans, etc. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? C'est que de plus en plus de gens sont conscients qu'effectivement il faut préserver les océans, etc. Mais ce qu'ils trouvent surtout, c'est qu'il y a de plus en plus un désaccord entre le public et ce qu'ils voient dans les musées ou dans les aquariums et les choses. De plus en plus, les gens disent, quand je fais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous ne me dites rien, vous me dites ça c'est le problème, mais comment est-ce que j'agis moi personnellement pour changer les choses? Et les musées et les centres de sciences n'ont pas évolué entre cette période en se disant toujours nous ce qu'on veut c'est vous donner la science et vous décidez ce que vous faites. Et cette position-là de dire vous devez décider ce que vous faites avec l'information qu'on vous donne, de moins en moins appréciée par le public. Les gens ne sont pas des scientifiques, mais ils apprécient ce que les scientifiques font, mais ils demandent en plus de dire qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça. Et Rush, c'est Rush Holt. Rush Holt, c'est le directeur, c'est le CEO aujourd'hui de AAAS, qui a été un des grands artisans des marches pour la science aux États-Unis ces 3 dernières années. Et lui, il est vraiment convaincu qu'on est en train qu'on est dans une époque où il faut que la science passe de l'information à l'action. Et il n'a pas toutes les réponses nécessairement. Mais il pense également, comme Isaac, que la démocratie a besoin des citoyens informés et engagés. Nous devons trouver les moyens de renforcer une nouvelle appréciation de l'évidence. Il dit, on sait bien aujourd'hui comment faire pour que les citoyens acceptent les concepts scientifiques. Il y a un long chemin à parcourir, mais je crois qu'on peut y parvenir. Je pense que ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce qu'il essaye de faire, par contre, c'est de rendre ça opérationnel. Et il vient de créer, il y a un an, le centre EPI, qui est vraiment un centre où les scientifiques préparent les décisions pour les décideurs. Et donc, c'est vraiment un outil pour que les décideurs dans les villes, dans les régions, etc., utilisent la science pour résoudre des problèmes qu'ils ont dans leur communauté. Ça a été créé il y a plus d'1 an, ça a un succès incroyable. Le centre est submergé par des demandes de villes et de communautés. Dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que la science dit pour notre problème sur l'eau ici qu'on a. Aux États-Unis, il y a un très gros problème, évidemment, l'accès à l'eau potable ou l'eau saine ou autre chose. Hein. Et donc, c'est un succès incroyable. Et je pense que ça n'a pas il n'y a pas d'exemple ici d'un site de ce style-là. Ah, qu'est-ce qu'en pense Maurice? Maurice Bitran, silien, physicien remarquable, qui est devenu, il y a 1 an, 2 ans, le directeur du Centre de sciences de l'Ontario, à Toronto. Et je vous ai dit il y a quelque temps, c'est avec l'Exploratorium qui était à l'origine du mouvement des centres de sciences. Aujourd'hui, il fait un bilan et il donne, à son avis, quelles sont les stratégies pour les centres et les musées de sciences. Alors, il a 4 stratégies. Certaines sont un peu ambitieuses. Revisiter le rôle des centres de sciences dans le domaine de l'éducation. C'est être un pilote pour la réforme de l'éducation formelle et faire la promotion des compétences du XXIe siècle. Alors, c'est cette idée qu'on apprend mieux en dehors de l'école en faisant des choses
en allant dans les centres de sciences, etc., plutôt que d'écouter quelqu'un qui va raconter des trucs, mais c'est de participer. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour transférer ce qu'on fait dans les centres de sciences, c'est ce qui marche dans les écoles, dans le système d'éducation formelle. On a essayé ça déjà à plusieurs domaines et dans plusieurs expériences. Ça ne marche pas nécessairement très bien. Promouvoir la compétence du XXIe siècle, c'est Jack Ma, c'est d'autres comme Google, c'est l'esprit critique, c'est le travail en groupe, c'est résoudre des problèmes, c'est s'évaluer soi-même, et ces choses-là. Et évidemment, toutes des choses totalement correctes à faire et qu'on fait assez bien dans les centres de sciences, mieux que dans les écoles. La deuxième chose, c'est que on est à la source du pipeline des talents. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce que quand on regarde aujourd'hui comment les jeunes se comportent quand ils ont une question scientifique, la première chose qu'ils font, c'est, comme je le disais, c'est « Google, c'est pas « je prends mon vélo et je vais au centre de sciences ». Donc, ils font la chose automatique, c'est Google. Donc, je pense qu'on ne peut pas, dans un centre de sciences, faire la compétition à ce niveau-là. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est créer les innovateurs de demain. On ne peut pas faire la compétition avec Google, mais on peut créer les innovateurs de demain en se basant sur les compétences qui sont nécessaires au XXIe siècle. Et donc, on pourrait participer à l'économie innovante, pas en devenant compétiteur avec elle, mais en créant les influencers aujourd'hui. Les centres de sciences doivent devenir des centres de communauté. Ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, aux États-Unis, le sens de communauté, la responsabilité que vous avez par rapport à votre communauté, c'est l'essentiel. Il faut que, quand vous avez un centre ou un musée de sciences, ou quand vous faites de la communication scientifique, il faut que ce soit relevant. Et relevant, c'est pour la ville où vous êtes, l'endroit où vous êtes. Et on va voir tout à l'heure pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas. Et au cours de tout cela, nous devons promouvoir la méthode scientifique, et ça aussi hier, ça a été dit. Alors je disais, la communauté est la bonne d'eau, parce que la façon dont on le fait, c'est pas nécessairement la meilleure. On pense que si on ouvre le musée et qu'on le rend gratuit, par exemple, ben, beaucoup plus de gens vont venir. On pense que si la communauté dans laquelle vous êtes est démographiquement très, très différente, et que vous avez beaucoup d'immigrés, des réfugiés, des minorités comme hispaniques ou afro-américaines, etc., eh bien, il faut que votre conseil d'administration ait ces gens-là dans le conseil d'administration, et qu'il faut que le personnel qui soit dans le musée reflète cette démographie, et il faut que vous fassiez des activités hors les murs. Le problème, c'est que il n'a pas été corrigé ici, mais désolé, je ne vais pas corriger ce slide-là. C'est qu'on pense toujours à partir du même point de vue. C'est le point de vue déficitaire d'il y a 20 ans. C'est comment est-ce qu'en fait, se promouvoir mieux vers la communauté pour faire toujours ce qu'on fait, mais pour être sûr que la communauté le reconnaisse. C'est de dire, on va les faire venir, il faut que vous veniez parce que c'est bon pour vous, et pour que vous veniez, ben on va changer un peu les choses. On va avoir des gens qui sont noirs, qui vont vous accueillir à la porte, ou qui sont hispaniques. Hein, par exemple, on va vous donner des tracts en espagnol, comme ça vous pensez, ou des documents en espagnol, comme ça vous pouvez les comprendre. Mais ce n'est pas ça qui marche, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est que se rendre compte que ces communautés qui changent et dans lesquelles vous êtes ont des aspirations, ont des problèmes à eux. Et la question de savoir, c'est comment est-ce que nous, en tant que communicateurs scientifiques, on répond aux questions que ces gens-là ont. Est-ce qu'on a fait est-ce qu'on a fait ces questionnements-là? Qu'est-ce qui est important dans cette communauté? Et je reviens aux marches de la science. C'est pour ça que Rush-Holt, d'une certaine façon, il a raison, mais aussi un peu. Pourquoi certains scientifiques n'ont pas participé aux marches pour la science il y a 2 ans, malgré un grand succès? C'est parce qu'ils se sont dit, on va s'isoler, on va montrer qu'on est une communauté qui est différente du reste de la société, et ça va se retourner contre nous. Alors, d'une certaine façon, ça correspond à une réalité, mais le problème, c'est qu'il a la solution en soi. C'est-à-dire, comment est-ce que vous pouvez prouver que vous êtes partie de la communauté? Qu'est-ce que vous avez fait quand, au même moment où on attaquait la science aux États-Unis,
on attaquait les communautés gays, on attaquait l'éducation à la santé, et toutes ces choses-là. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous n'avez rien dit. Pourquoi est-ce que vous pensez que la communauté va vous soutenir quand maintenant vous venez avec votre problème? Si vous ne vous rendez pas compte que vous faites partie de cette communauté et que les attaques générales que vous recevez font partie d'une même politique, eh bien, dans 10 ans ou dans 2 ans, quand on éventuellement changera, ne revenez pas dans la communauté et dire « voilà, on est là, on est de nouveau là, on ne vous a pas connu pendant 4 ans, mais maintenant on est de nouveau là ». Ça ne va pas marcher. Et donc le problème est là, c'est qu'il ne faut pas, en tant que scientifique ou en tant que communicateur scientifique, s'isoler du reste. La question qu'on doit se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait partie de cette communauté et quelles sont ses aspirations, ses problèmes, qu'est-ce qui est relevant et qu'est-ce que nous on doit faire. Il faut faire par exemple des co-créations de programmes et des choses de ce style-là. Mais donc, on n'est pas là. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vu cette tendance des scientifiques à dire il faut que ce qu'on trouve soit la base de la politique. Et ils s'adressent aux politiques pour dire voilà, ce que nous on a trouvé, il faut que vous l'appliquiez. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce que les politiques n'ont pas de raison uniquement d'accepter les avis des scientifiques. Ils ont tout un public entre eux, en dessous d'eux, qui votent. Et ce qui est important pour eux, c'est que ces gens votent pour eux. Et on sait aujourd'hui que les faits scientifiques ne sont pas nécessairement ce qui guide les gens dans leurs décisions. Et donc, aussi longtemps qu'on ne comprend pas que dans la prise de décision, et des prises de décision qui vont soutenir le développement d'une planète durable, par exemple, c'est un triangle où les scientifiques, soutenus par un public informé, essayent d'influencer les politiques pour prendre des décisions adéquates, ça ne marchera pas. Mais il faut que les scientifiques et le public et les décideurs soient ensemble. Ce n'est pas un dialogue entre scientifiques et politiques, c'est un trialogue, si vous voulez, une éducation des gens, mais en leur donnant les outils pour savoir quelle est la décision à prendre et qu'eux entrent dans un dialogue avec les politiques en même temps. Sinon, ça ne marchera pas. Alors l'avantage que nous, on a avec les centres de sciences, c'est que ici, les gens qui prennent leur information scientifique quelque part, le 12% de la population visite des centres de sciences ou des musées, mais leur appréciation de la vérité ou de ce qu'ils lisent est extrêmement élevée. Par exemple, on est plus d'accord avec quelque chose dans un centre de sciences que quels que soient les avis scientifiques avancés même par la NASA, éventuellement. Donc quand c'est dit dans un musée, dans un centre de sciences, les gens l'acceptent. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans toutes les enquêtes. Ici, ce que ça montre, c'est la différence d'opinion des publics et des scientifiques sur un nombre de choses. Et je vous montre ici, il y a, par exemple, 47% de la population qui soutient l'utilisation d'animaux dans la recherche, mais 89% des gens qui sont membres de AAAS, l'Association of Science. Et donc, il y a une très grosse différence entre ce que les scientifiques pensent est correct et ce que le public pense est correct. On pense que le public soutient les scientifiques, mais ça dépend du sujet. Hein, vous voyez, il y a beaucoup moins de différence pour la question de l'énergie nucléaire, par exemple. Le pire, c'est Nutella. La différence la plus grande est entre les manipulations des aliments par l'ingénierie génétique. Et donc, vous arrivez à une situation un peu paradoxale, où en fait les gens soutiennent l'idée de la science en général, des scientifiques en général, mais ils sont plus prêts à accepter le message d'un musée que d'un scientifique. Et donc vous avez intérêt à ce qu'on réduise ce problème. Parce que paradoxalement, ce serait mieux si vous, en tant que scientifique, pensez qu'il faut qu'on accepte de manipuler, etc., vous le dites dans un musée, les gens vont le croire. Si vous le dites à la télé comme un expert, on ne va pas le croire. Donc, il y a un rôle pour les musées, pour les communicateurs scientifiques évident.
mais il faut qu'il y ait une relation de confiance entre le public, les scientifiques et les décideurs. Le Conseil international des sciences est depuis peu la collaboration entre ICSU et l'Association internationale des sciences humaines, et donc ils font la connexion entre tous ces éléments. Et donc, je sais pas, ils disent il y a ce rôle que nous avons en tant que scientifiques de donner les résultats de notre science. Et puis il y a le fait que les entreprises technologiques envahissent l'espace de la connaissance, y compris par la privatisation des données. Donc il faut qu'on trouve des solutions à ça. Et moi, c'est pas encore le résumé tout à fait, mais ici, parce que j'ai encore une minute ou deux. Ouais. Vous connaissez ça, hein? On dit, vous donnez un poisson à quelqu'un, il va manger un jour, vous lui apprenez à pêcher, il va manger toute sa vie. Et ça, c'est à peu près l'évaluation de ce que je fais des 50 années de communication scientifique. Et ça, c'est la suite. C'est-à-dire que si on n'utilise pas ce qu'on a appris pour organiser la communauté, pour faire le changement social, ça n'a pas de sens. Et donc, plutôt que de simplement donner un poisson et apprendre à utiliser, à pêcher, il faut organiser la communauté sur base de la science pour qu'elle-même trouve les solutions à ces problèmes. Et ne pas oublier dans ce cas qu'il y a une dimension éthique, parce que comme ce poster le dit ici, la science peut vous dire comment cloner un tyrannosaure, mais les sciences humaines vont vous dire pourquoi ce n'est peut-être pas une excellente idée. On a perdu 50 ans. Ni les scientifiques, ni les communicateurs de sciences n'ont réussi l'essentiel. Aider le public à adapter ses habitudes pour mettre en œuvre le résultat de la recherche. Et je pense que ce qu'on voit aujourd'hui avec les manifestations des jeunes est exemplaire. Les jeunes vont dans les rues depuis des semaines, et on en parle aux États-Unis même, etc. Et ils sont d'accord, la science dit que, et si vous voulez pas, si vous êtes en train de détruire notre planète, pourquoi est-ce qu'on irait à l'école, etc. Magnifique. L'attaque qu'ils subissent, c'est une attaque sur leurs habitudes sur leur consommation. Ils disent, c'est facile pour vous de continuer à utiliser votre téléphone et d'aller au McDo, etc., et de venir manifester contre le climat. Donc il y a cette contradiction entre ce qu'on veut et ce qu'on doit changer comme habitude nous-mêmes pour que le changement social arrive, qui est pointé du doigt par ceux qui veulent détruire le mouvement. Mais en fait, ça se retourne contre eux, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il faut un changement d'habitude, mais le changement d'habitude, c'est consommer moins, par exemple. Moins de Nutella. Hein? Ben oui, et pour des tas de raisons. Parce que quand Trump est arrivé, il a arrêté les subventions à la NASA, à NOAA, qui est le grand organisme de recherche sur le climat, et d'autres institutions nationales, pour tout ce qui est recherche sur le climat et action sur le climat, etc. Et donc, ce qu'on ne voit pas assez ici, c'est qu'il y a de la résistance. Au sein de ces organisations, les gens s'organisent pour ne pas être soumis à ce manque de moyens au niveau national, au niveau fédéral. Et donc, je connais un nombre de gens au sein de ces organisations qui ont décidé de créer une sorte de parallèle, de pouvoir parallèle dans ces organisations en se basant sur les activités des villes. Et vous savez très bien qu'il y a énormément de villes à travers le monde qui, maintenant, s'attaquent au problème du climat au niveau local. Et ce sont des choses qui sont totalement possibles. Et donc, c'est un des messages que j'ai pour les centres de sciences. Ce que moi, je leur dis depuis un certain nombre d'années, c'est ne dites pas ou ne demandez pas à votre ville ce qu'elle peut faire pour vous. Je quote, comme Kennedy disait, mais demandez ce que vous pouvez faire pour votre ville. Et la question est là. Toutes les villes, la plupart des villes ont aujourd'hui des plans pour le développement durable qui sont plus ou moins pertinents. Le problème pour les centres de sciences et les musées, c'est de dire quelle est notre place dans ce plan.
ce n'est pas de dire donnez-nous de l'argent pour communiquer la science encore plus effectivement, mais c'est de nous dire donnez-nous de l'argent pour qu'on puisse aider les gens à s'organiser pour aider vos villes à développer ces plans. Je vous remercie.